Alors, bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature. On va attendre un petit peu que les participants puissent intégrer le webinaire. Je vois que le nombre augmente et on va démarrer sans trop tarder puisqu'on a un programme assez dense quand même. Donc moi, je me présente, je suis Agnès Henquin, donc je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement sur la mission aménagement et biodiversité. Et donc, je suis aujourd'hui avec Myriam Maraval qui travaille à la région Sud au service biodiversité et parc, Bonjour. avec également Anne-Laure Barthélémy qui est animatrice zone humide au Conservatoire d'espaces naturels de PACA, et Bonjour. avec Cédric Cheneval, qui est responsable du service ingénierie à la direction GEMAPI et eaux pluviales de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Voilà, Bonjour à tous. j'ai tout dit. Euh, Aujourd'hui, on est sur un webinaire de lancement d'une démarche d'animation régionale qui va durer 4 ans dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle DésirMed et qu'on va rapidement vous présenter ensuite. L'objectif de ce programme-là, en tout cas de cette action, c'est de créer un club et de le faire vivre, un club d'échange sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature dans notre région, globalement dans la prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement du territoire. Donc ce webinaire, c'est vraiment le chapeau introductif de toute cette démarche. Donc on va vous présenter les objectifs de ce club, aussi rappeler ou faire découvrir ce que sont les solutions d'adaptation fondées sur la nature et en quoi elles sont incontournables pour adapter nos territoires aux effets du changement climatique qu'on peut déjà tous percevoir. Alors, au programme, effectivement, on va rapidement, donc Myriam vous présentera le programme DésirMed et ce projet de club régional sur les SAFN. Ensuite, on fera un petit quiz interactif si ça fonctionne. C'est un peu une première pour moi. Donc, un quiz brise-glace sur les idées reçues sur les SAFN, voir un petit peu quelle est votre perception des SAFN avant le webinaire. Ensuite, on aura un petit chapeau effectivement sur ce qu'est une SAFN, ce que n'est pas aussi une SAFN et quels sont ses bénéfices pour les territoires. Et enfin, on laissera quand même une bonne place à des retours d'expériences locaux assez aquatiques pour aujourd'hui, puisqu'on ira donc dans les Alpes-Maritimes sur la renaturation de la Brague. Et également, on ira donc voir un projet d'ingénierie castor sur l'encrème avec le Senpaka. Et enfin, on terminera avec, voilà, on balayera quelques retours d'expérience de projets de renaturation en ville et village, mais également des projets un peu plus agricoles ou littoraux. Et enfin, on conclura et on verra avec vous quelles sont les perspectives de ce club régional qu'on va vous détailler rapidement. Simplement, en deux mots, je vous présente quand même l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, qui du coup va animer ce programme aux côtés de la région. On est donc une ARB, donc la 9e de France, et notre mission, c'est de mobiliser tous les acteurs du territoire et de les accompagner dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Donc, on est avant tout un collectif de partenaires, donc vous voyez les logos s'afficher ici et que je ne vais pas détailler aujourd'hui. En tout cas, tout ça, ça se traduit par plusieurs missions et notamment une mission d'accompagnement des collectivités avec du conseil, de la formation, des démarches de labellisation qu'on anime et également la production de nombreux outils et l'organisation de webinaires, de journées techniques, de visites sur la biodiversité et la transition écologique. Je ne rentre pas plus dans le détail. Si ça vous intéresse, on a un site web qui est assez bien fourni. Euh, alors, je vais donner la parole à Myriam, du coup, qui va nous présenter le programme DésirMed et le projet de club régional. Myriam, à toi. Merci Agnès. Donc voilà, donc le projet DésirMed, c'est le projet qui nous réunit aujourd'hui. C'est un projet donc, dans qui souhaite développer en fait la démonstration et la systématisation des solutions fondées sur la nature. Il s'inscrit dans le cadre de la mission adaptation au changement climatique et c'est un programme de recherche Horizon Europe qui donc met l'accent sur les solutions fondées sur la nature pour le cas de DésirMed, mais aussi dans d'autres projets sur les technologies innovantes et les pratiques sociales. Tout ça dans l'objectif d'accélérer la transformation et la résilience climatique en Méditerranée. Donc l'objectif général du projet, c'est de renforcer les connaissances et les capacités des régions avec les solutions fondées sur la nature, dans l'idée que ces solutions doivent devenir prioritaires
et qu'elles doivent nous aider à construire notre trajectoire d'adaptation au changement climatique pour qu'on puisse passer en fait de la situation actuelle qui sont des efforts modestes et isolés et que grâce à ces solutions, on construise des stratégies et des approches transformatrices pour, en fin de parcours, avoir des communautés qui soient plus résilientes au changement climatique. Donc le projet, il rassemble 34 partenaires de 10 pays. C'est principalement des partenaires scientifiques et techniques parce que, comme je l'ai dit, on est sur un projet de recherche. Mais au niveau des territoires qui vous sont montrés sur cette carte, ce sont en fait les territoires qui sont les études de cas en fait pour la recherche. Et donc, c'est un ensemble de régions du pourtour méditerranéen, dont la région sud. Donc pourquoi nous, Région Sud, on a choisi de participer à ce projet? C'est parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un besoin de sensibilisation et d'accompagnement important sur les solutions fondées sur la nature et plus particulièrement sur leur volet biodiversité, puisque les enjeux de biodiversité ne sont pas encore suffisamment pris en compte. Et on a des besoins d'outils transversaux pour accompagner en fait la mise en œuvre de la loi climat et résilience, notamment par rapport au projet de zéro artificialisation nette. Et la région donc veut pouvoir fournir des outils pour organiser la sobriété foncière, mais aussi faire le lien avec la stratégie régionale biodiversité et plus particulièrement son volet aménagement. Donc, comment on va agir, nous, au niveau du territoire de la région sud? Comme l'a dit Agnès, on va développer en fait la gouvernance et créer un club d'acteurs sur les solutions fondées sur la nature et les continuités écologiques pour la résilience climatique. Et les objectifs de ce club, ça va être de sensibiliser sur les continuités écologiques et les SFN, de faciliter les échanges entre techniciens et d'apporter pour les territoires un premier niveau d'ingénierie pour inciter au développement des projets sur les continuités et sur les SFN. Euh, Comment ça va se dérouler? Donc, l'espace régional, il est divisé en quatre secteurs du SRADET, qui sont indiqués sur la carte à droite. Donc, les secteurs alpin, rhodanien, provençal et azuréen. Et donc, chaque année, jusqu'à 2028, on va organiser sur chacun de ces secteurs une réunion par an dans laquelle on souhaite pouvoir rassembler les services des collectivités, donc en priorité les services urbanisme, aménagement, biodiversité, parce que ce sont eux, on va dire, les plus directement concernés, mais aussi tous les services annexes, que pourraient être la forêt, l'eau, l'agriculture, l'éducation, qui sont finalement aussi susceptibles de mettre en place des projets de SFN. Et tout ça en lien avec tous les partenaires qui interviennent sur cette thématique, voilà, les agences d'urbanisme, les PNR, CAUE, etc. Dans ces rencontres, on souhaite pouvoir échanger donc sur la planification, l'opérationnel, la sobriété foncière, l'aménagement avec la nature, la renaturation et les continuités. Voilà. C'est une Prenons note. présentation rapide du club. Donc là, pour l'instant, cette réunion aujourd'hui, c'est un peu l'introduction générale. Et les rencontres auront lieu plus tard dans l'année et on vous en redira un petit peu plus en fin de webinaire. Merci Myriam pour cette présentation. Donc effectivement, l'objectif de ce club, c'est de monter en compétences ensemble en partageant des expériences en matière de SAFN sur les territoires, si je résume les choses. Et alors, avant de passer dans les présentations un peu plus voilà, techniques, on souhaitait tester un outil de quiz interactif pour voir un petit peu quelle est votre vision actuelle des SAFN. Alors, il n'y a pas de piège. On va essayer de lancer le sondage et j'espère que ça fonctionnera. N'hésitez pas à nous dire dans le, le chat si vous voyez apparaître le quiz. Donc, normalement, vous avez 4 questions qui apparaissent. Et on devrait pouvoir diffuser les résultats ensuite, en tout cas sous forme de sondage, hein, c'est pas nominatif. Donc, alors, j'espère qu'il y a des participants qui vont nous dire s'ils arrivent à voir le sondage. Alors, j'ai l'impression que ça fonctionne.
Non, Non, apparemment, il n'y a rien pas qui pour le moment. s'affiche. Ok, forcément, on avait testé et ça ne fonctionne pas. Ok, je retente quand même. Bon, forcément. Alors j'ai- attends, apparemment, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut cliquer sur sondage quiz pour l'afficher, mais je vois pas moi, sondage quiz. Ok. Ah si, attends, si vous, en cliquant sur les trois petits points plus, effectivement, il y a une rubrique sondage quiz. Ouais. Alors, est-ce que si tu partages, est-ce que ça marche là? Mais après, moi, moi, si je vais dans sondage quiz, j'ai la fresque qui Ah, apparaît. j'ai mon assistance technique qui arrive. Ouais. Ouais, ça ne marche pas, il ne veut pas le lancer. Non, parce qu'en fait, celui que vous voyez sur la fresque, c'est pas celui-là. Ah, alors, ok, c'est parce qu'il y avait un sondage lancé. Très bien, on va y arriver. Voilà, on a juste perdu 2 minutes. Désolée pour Voilà, c'est ce bon, petit ça intermède. s'affiche. On avait voulu lancer un sondage de test et ça a tout bloqué. Donc normalement, maintenant, vous voyez les questions et vous pouvez y répondre et on va voir les réponses en direct. Alors, vous avez une première question sur, selon vous, selon différentes possibilités, qu'est-ce qui peut être une solution fondée sur la nature? Alors, on laisse 5 minutes pour répondre aux 4 questions. On espère même 5 petites minutes parce qu'on en a perdu un petit peu là. Je vois que le nombre de participants au sondage augmente. Est-ce que vous voyez les résultats en direct ou pas du tout? Non, il n'y a pas les résultats en direct. Là, on a 109 participants connectés, donc peut-être Oui, quand on arrivera à une centaine de réponses, on pourra. je crois que les panélistes peuvent jouer aussi, hein, s'ils souhaitent. J'ai modifié les paramètres normalement. Ah oui, effectivement, on peut maintenant. Allez, je vous laisse encore 2 minutes pour répondre aux dernières questions. Et bien entendu, on essaiera d'y répondre à toutes ces questions durant le webinaire. Oui, il faut attendre un petit peu que pour voir les réponses, on va les partager après. Ah, il y avait une question. Oui. Donc le diaporama sera diffusé, hein, donc vous aurez accès à la carte Le et à toutes les diaporama et infos. le replay du webinaire. Alors, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui doivent répondre à la dernière question éventuellement, si elles le souhaitent. Allez, je mets fin au sondage dans 30 secondes. C'est pas grave si vous n'avez pas eu le temps de répondre. Et comme ça, on va regarder ça ensemble. Allez, je clôture le sondage et je vais vous partager les résultats. Normalement, vous les voyez. Et normalement, vous avez également les bonnes réponses. Est-ce que vous voyez en tant que participant les résultats du sondage? Oui, super. Alors, la première question, c'était parmi ces choix, lesquels sont selon vous des solutions fondées sur la nature? Alors, on avait un bâtiment dont l'architecture est inspirée par les termitières. Donc, il y a quand même pas mal de personnes qui ont répondu que c'était
une SAFN. On va voir dans le webinaire que effectivement, c'est plutôt du biomimétisme, cette technique, plutôt qu'une SAFN, mais du coup, on aura l'occasion d'expliquer tout ça juste après. La restauration écologique d'une mare, effectivement, c'est une SAFN. La plantation de haies en zone agricole également. Les canons à neige, il y a peu de gens qui sont tombés dans le panneau. Effectivement, c'est plutôt une solution de maladaptation. On en parlera aussi. Un rond-point gazonné et fleuri avec des géraniums, malgré les apparences, c'est de la nature jardinée. Et donc, on n'est pas sur une SAFN, parce que comme vous allez le voir ensuite, une SAFN, c'est avant tout l'idée de restaurer des fonctionnalités écologiques. Et enfin, des noues végétalisées pour gérer les eaux de pluie et le ruissellement. Effectivement, on est bien sur une SAFN dont on parlera tout à l'heure. Deuxième question, du coup, c'était est-ce que les îlots de chaleur et la surchauffe ne concernent que les villes? Effectivement, la plupart des personnes ont bien cerné que les villages, les territoires ruraux peuvent aussi être exposés à de la surchauffe, à de l'inconfort estival, et que les SAFN, on va le voir, peuvent contribuer à répondre, donc même sur ces territoires plus villageois, plus ruraux, aux effets du changement climatique. Ensuite, troisième question, les solutions fondées sur la nature sont en général plus coûteuses que les solutions classiques de génie civil, moins coûteuses. La troisième possibilité, c'était ni oui ni non, c'était moins cher en investissement. Effectivement, en général, le fait d'aménager des solutions fondées sur la nature est souvent moins cher qu'une solution de génie civil, mais ça va forcément nécessiter une évolution des pratiques de gestion qu'il va falloir anticiper, mettre en place et qui parfois peuvent avoir un coût, bien entendu. Et enfin, dernière question, est-ce que solution fondée sur la nature égale mise sous cloche? C'est-à-dire du coup, on renature ou on protège des espaces qui ne seront pas accessibles au public et sur lesquels on ne pourra pas avoir d'activité. Effectivement, c'est faux. On peut largement concilier SAFN et activités, qu'elles soient économiques, agricoles, touristiques, de loisirs, etc. Euh, voilà, donc merci à vous d'avoir répondu à ces petites questions qui étaient, on va dire, une petite mise en bouche avant la suite du webinaire. Je vois qu'il y a quand même une bonne maîtrise du sujet pour la plupart des participants. Et je vous propose de passer à la suite. Donc, j'arrête le partage des résultats. Est-ce qu'il y a des réactions dans le chat? Oui, voilà. Quelle est la différence entre SFN et SAFN? Effectivement, on a le A de adaptation. Donc, SAFN, c'est à visée d'adaptation au changement climatique, comme on va le voir juste après. Donc, Myriam et moi allons vous présenter donc, cette petite partie sur qu'est-ce qu'une SAFN et quels sont ses bénéfices pour les territoires. Un petit rappel s'il y en a besoin, sur le contexte actuel de réchauffement global. Donc, bon, voilà, quelques graphiques du GIEC et du GREC Sud, donc, qui est le groupe régional d'expertise sur le climat en Provence. Donc, effectivement, on ne peut plus nier le réchauffement dont l'origine est anthropique et qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre, de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, on a des conséquences qu'on peut déjà mesurer, que ce soit au niveau de l'élévation de la température qui est de plus 1,7 degrés en France, ce qui est plus élevé que la moyenne mondiale depuis 1990. Et on a également déjà des premières conséquences qu'on peut chiffrer, qu'on peut monétiser hein, avec donc les assureurs qui nous partagent des chiffres sur les sinistres climatiques en France en 2022, où on a également l'IPBES, donc, qui est un peu le GIEC de la biodiversité, qui a aussi chiffré les pertes liées à la dégradation des services écosystémiques tels que la disparition des pollinisateurs. Donc, on peut, à l'échelle nationale et globale, vraiment déjà toucher du doigt ces problématiques de réchauffement climatique. Mais si on fait un zoom sur la région sud, en fait, la région sud est donc méditerranéenne et la Méditerranée est considérée comme un hotspot du changement climatique. C'est-à-dire que ce sera une des régions qui sera plus affectée, en particulier en ce qui concerne les précipitations et le cycle hydrologique, que d'autres parties du globe. Et à titre d'exemple, en termes de température, si on est à plus 1,1 degré, 1,2 degré à l'échelle du globe, en région sud, en moyenne, on est plutôt à plus 2,1 degré d'augmentation de la température. Donc effectivement, une température qui augmente plus chez nous que dans d'autres régions, avec des pics même en été jusqu'à plus de 2,3 degrés en moyenne.
Les effets, donc l'OFB, l'Office français de la biodiversité, a commencé un petit peu à cartographier certains constats, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette diapo, vous pourrez la reprendre plus tard si vous souhaitez revoir le diaporama, mais ce qu'on voit en fait, ce qui est important de voir, c'est que les effets, ils sont mesurables partout, que ce soit sur le littoral, que ce soit dans la vallée du Rhône, que ce soit dans l'arrière-pays, avec des vendanges qui avancent de 3 semaines en 50 ans, par exemple, une augmentation du nombre de nuits tropicales à Nice qui est vraiment significative, ou encore en montagne avec des constats sur bah, l'évolution très négative hein, des glaciers, de l'enneigement, l'isotherme qui remonte de manière conséquente. Donc voilà, la région est touchée sur tous les territoires et c'est ça qu'il est important de saisir. Parallèlement à ça, on constate aussi une érosion de la biodiversité. Donc là aussi, hein, donc l'IPBES, comme je le disais, qui est un peu l'équivalent du GIEC, mais sur la biodiversité au niveau mondial, mettait en évidence en 2019 un effondrement de la biodiversité terrestre et marine et donc une dégradation sans précédent des services rendus par les écosystèmes avec des graphiques. Donc c'est le rapport Planète Vivante qui est donc un indicateur qui calcule l'évolution des populations de mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles depuis les années 70. Et donc, on voit malheureusement que la chute est assez impressionnante et ne s'enraye pas malgré les efforts qui peuvent être faits. Euh, alors, quel est le lien avec le climat? Ben, en fait, c'est que le changement, le climat et la biodiversité, ce sont un peu les deux faces d'une même pièce. Ils sont intrinsèquement liés parce que le climat, de par son évolution, va avoir des impacts négatifs sur la biodiversité. Bon, de plus, la biodiversité, elle est menacée par l'artificialisation des terres, les pollutions, l'épuisement des ressources, enfin, la consommation de ressources, etc. Donc cette biodiversité, elle est vraiment affectée par l'évolution du climat, alors même qu'elle a une capacité, comme on le voit sur cette flèche un peu de rétroaction, la biodiversité, elle a la capacité de nous apporter des solutions pour nous adapter et pour atténuer le changement climatique. Donc là, on est un petit peu dans un cercle vicieux, hein, qui est que plus le climat se dégrade, plus la biodiversité en souffre et moins elle a la capacité à nous aider à nous adapter. Donc, bah, ce qu'on va essayer avec les CAFN, c'est d'enrayer finalement ce cercle vicieux pour aller vers quelque chose de plus vertueux. Et donc restaurer finalement les services écosystémiques que nous rend la nature, qui sont schématisés sur ce graphique, hein, et donc qui sont ben, l'amélioration du confort estival en ville, la captation du carbone et l'amélioration de la qualité de l'air, la gestion des eaux pluviales et des inondations, l'approvisionnement et l'alimentation locale, le bien-être des populations aussi. Il y a des études qui montrent que la santé est vraiment étroitement liée avec la présence de nature et également l'attractivité des territoires qui est vraiment liée aussi à la présence de nature. Donc tout ça, effectivement, la biodiversité et l'eau qui étaient vues jusqu'à présent comme des contraintes pour les territoires, des contraintes pour l'aménagement, sont en fait des atouts qui vont permettre aux territoires d'être plus résilients. Alors, il y a deux termes dont on entend souvent parler, c'est l'atténuation du changement climatique et l'adaptation. Ce sont deux termes qui sont très complémentaires, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Je ne sais plus, Myriam, si c'était toi qui devais parler de cette Non, partie. c'est toi, moi je fais Encore la moi. suivante. Très bien. Donc la notion d'atténuation du changement climatique, c'est vraiment de s'attaquer à la source, donc à la libération à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ça va passer par la sobriété énergétique, par le mix énergétique ou encore par la séquestration du carbone, qui peut se faire justement grâce au SAFN. L'adaptation, c'est plutôt de se dire qu'il va falloir faire face aux conséquences. Donc, effectivement, ben, développer une culture du risque, des systèmes d'alerte, aménager le territoire en conséquence, mais également faire évoluer les pratiques et notamment les pratiques d'aménagement pour mieux vivre les effets du changement climatique, notamment en termes de chaleur, de sécheresse et d'un confort estival. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des solutions multisectorielles intégrées qui vont à la fois s'attaquer aussi aux inégalités sociales, mais aussi surtout préserver la biodiversité pour augmenter leur efficacité sur le long terme. Et donc, cette bascule entre atténuation et adaptation, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on résiste ou est-ce qu'on s'adapte?
parce que quand on voit la mise en œuvre en fait de solutions qu'on dit d'ingénierie grise, c'est souvent des grosses infrastructures qui ont un coût conséquent, qui sont pas forcément très efficaces. Alors que les solutions qu'on dit d'adaptation, donc qui vont être les solutions fondées sur la nature, peuvent avoir un coût inférieur et une efficacité sur le long terme qui sera également meilleure. Donc, on parle de solutions d'adaptation fondées sur la nature, donc avec ou sans le A, mais c'est la même chose, hein. Parce que, comme l'a dit Agnès, en fait, elles rendent plusieurs services à la fois, en agissant à la fois sur le changement climatique, la perte de biodiversité, l'artificialisation des sols, et elles rendent aussi des services à la biodiversité en restaurant les écosystèmes et leurs services. Et il ne faut pas confondre les solutions d'adaptation fondées sur la nature avec tous ces différents types. Donc, je ne vais pas trop développer puisque Agnès l'a déjà fait lorsqu'on a fait le questionnaire. Peut-être juste revenir sur éviter, réduire, compenser. Donc, la séquence qui est une obligation réglementaire en termes d'aménagement. Quand on fait une opération de compensation, voilà, c'est une obligation réglementaire, même si c'est vertueux de le faire, ça peut pas être considéré comme la mise en œuvre d'une solution fondée sur la nature en tant que telle. Et effectivement, on a aussi l'illustration du biomimétisme. Donc, on parlait tout à l'heure du bâtiment inspiré par l'architecture des termitières, par exemple. Ben là, on a un autre exemple avec le bec du martin pêcheur qui a pu inspirer, par exemple, un nez de train pour qu'il soit plus aérodynamique. Ben là aussi, on n'a pas de bénéfice sur la biodiversité dans cette solution. On est vraiment sur quelque chose qui s'inspire de la nature, mais qui ne restaure pas d'écosystème. Donc, on n'est pas dans ce qu'on appelle une SAFN. Et c'est vrai qu'il y a souvent la confusion entre ces deux termes. Et on insiste un petit peu là-dessus pour bien comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Voilà, je te laisse continuer du coup, Ouais. Myriam. Et donc, l'important, voilà, pour comment on reconnaît aussi une SAFN, c'est parce que, il y a des co-bénéfices. Elle va avoir des bénéfices sur la biodiversité, sur la gestion de l'eau, sur la qualité de vie, sur la santé, etc. Et en même temps, ces impacts sont assez réduits. Donc là, si on prend par exemple la première ligne qui sont les parcs, on voit que ça a des co-bénéfices dans tout un tas de secteurs et des impacts qui sont réduits avec peut-être juste effectivement la partie consommation d'eau et coût global qui sont effectivement à prendre en compte. Mais contrairement, par exemple, à l'illustration qu'il y avait sur la page précédente des fontaines et des jets d'eau, là, oui, on va avoir un co-bénéfice en termes de qualité urbaine, de sociabilité, mais il n'y aura aucun impact positif sur la biodiversité et surtout, on va avoir beaucoup d'impacts négatifs en termes de coûts, de consommation d'eau énergétique et d'empreinte carbone. Donc là où les solutions fondées sur la nature se distinguent, c'est que la partie bénéfice est beaucoup plus importante que la partie impact. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand j'essaie de montrer des choses à Oui, l'écran. moi je la vois. Ouais, d'accord. Donc ça doit être pareil pour les participants. Ok. Donc effectivement, bien distinguer tout ce qui va être des techniques qui vont peut-être améliorer, avoir certains bénéfices, mais qui du coup n'ont pas de bénéfices sur la biodiversité et des impacts importants. On voit par exemple les panneaux solaires qui finalement ont assez peu de bénéfices sur bah, effectivement les sujets dont on veut parler aujourd'hui, des impacts réduits, mais voilà, les bénéfices sont quand même assez peu visibles sur les enjeux liés au changement climatique à l'échelle locale. Voilà, donc ce graphique-là, il est tiré d'un guide de l'ADEME, Rafraîchir les villes. Donc voilà, si vous voulez le regarder plus longuement, il est dans ce guide qui est très intéressant. Je passe la diapo suivante, du coup, Myriam. C'est bon pour toi? Mhm. Alors, ce qui est important aujourd'hui, le message qu'on veut passer aussi, c'est que bah, les SAFN, maintenant qu'on a bien essayé de définir ce que c'était, elles vont s'adapter aux enjeux de chaque territoire. Donc, cette illustration, elle montre que sur chaque territoire, les solutions bah, doivent être inventées en fonction des enjeux et des objectifs qu'on a. Ça peut être effectivement des solutions plutôt dans les territoires de villes et de villages pour rendre les villes plus vivables. Ça peut être également des solutions pour préserver le littoral, notamment de l'érosion. Euh, Ça peut être également de prévenir les risques liés à l'eau.
très actuel aussi. Accompagner la transition agroécologique, donc on peut aller aussi sur des solutions qui vont avoir des objectifs principalement d'agroécologie. Et on peut également travailler sur la montagne, gérer durablement la montagne et limiter les risques naturels. Donc ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que voilà, les solutions sont multiples et c'est pour ça justement que dans le cadre du Club des IRMED, on souhaite créer des ateliers sur les espaces du Stradet pour essayer d'aller discuter sur chaque territoire des enjeux qui vous préoccupent et qui vous parlent. Alors, un exemple justement ici, si on est sur l'enjeu de faire face aux inondations plus fréquentes et plus intenses, finalement, les SAFN, ça va être un bouquet de solutions, on voit ici à droite, qui vont répondre à différents objectifs, notamment le premier objectif, ça va être de retenir et freiner l'eau en amont des bassins versants. Et donc ça peut être par différentes solutions, hein, multiples planter des haies, préserver des ripisylves, restaurer des zones humides. On a aussi des solutions de création de micro-fossés multiples en tête de bassins versants qui vont permettre également là aussi de retenir l'eau là où elle tombe. Ça peut être aussi justement infiltrer l'eau au plus près de là où elle tombe. Donc ça passe par la désimperméabilisation des sols, la végétalisation, la gestion durable des eaux pluviales au moyen de noues, de jardins de pluie, etc. Ça peut être de créer également des zones de rétention des eaux de crue ou de ruissellement par des solutions naturelles. Et le troisième objectif, ça va être d'anticiper les zones de débordement, à savoir ce qu'on verra tout à l'heure dans nos retours d'expérience, hein, restaurer l'espace de liberté des cours d'eau avec des zones d'expansion de crues, des bras morts, et en complément également, ce que je disais avant, les zones de rétention des eaux de crue temporaires. Simplement quelques chiffres. Un exemple donc en milieu urbain, alors c'est des chiffres indicatifs, mais ça montre quand même que un bassin de rétention enterré, son coût, il a été estimé par la métropole Aix-Marseille-Provence à 1 000 euros hors taxe par mètre cube. Quand un espace urbain inondable, donc potentiellement végétalisé et utilisable le reste du temps, va être à un coût de l'ordre de 700 euros hors taxe du mètre cube. Donc là aussi, on voit que finalement, une SAFN va non seulement avoir des coûts-bénéfices, mais potentiellement être moins coûteuse en investissement qu'une solution grisale. Voilà. En complément sur ces solutions grises, bien souvent, on oublie aussi de parler qu'elles ont des coûts d'entretien et qu'il ne faut pas négliger non plus. Donc voilà, quand on dit que les SAFN nécessitent aussi de l'entretien, c'est juste aussi un entretien différent, une organisation différente, une évolution des pratiques. Mais voilà, ne négligeons pas que les solutions classiques, on va dire, nécessitent aussi de l'entretien. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé cette petite introduction qui, je l'espère, était claire pour tout le monde, on va passer à la partie retour d'expérience. Et on est dans les temps, donc c'est parfait. Donc, on a souhaité mettre l'accent sur des retours d'expérience qui sont centrés sur la restauration de milieux aquatiques. Mais comme vous allez le voir, on est sur des projets qui sont vraiment à des échelles complètement différentes, que ce soit en termes de budget ou de solutions qui ont été mises en place. Mais on est bien dans les deux cas, que ce soit sur la Brague ou sur l'Ancrème, sur la mise en œuvre de SAFN. Donc, on va commencer avec Cédric Cheneval sur donc la CASA. Donc, merci à toi d'intervenir sur ce riche retour d'expérience donc de renaturation de la Brague. Et je vais te laisser la parole. Merci Agnès. Bonjour à tous. Donc Cédric Cheneval, moi je fais partie de la direction GEMAPI eau pluviale, donc la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations à la CASA, la Com d'Aglo Sophie Antipolis. Et l'ARB nous a donc demandé de faire un petit retour sur la recomposition spatiale des berges de la Brague et de la plaine. Donc si tu peux bien passer. Donc en fait, petit point de contexte pour ceux qui ne savent pas où se trouve la Brague, ça se trouve sur les Alpes-Maritimes, c'est un petit bassin versant de 70 km², dans la ville, à côté de la ville-centre d'Antibes, entre Cannes et Nice. Donc petit bassin méditerranéen avec des étiages très très sévères l'été, quelques litres secondes, voire beaucoup d'assec. On a des problématiques, comme vous pouvez imaginer, aussi de mauvaise qualité d'eau au regard d'une urbanisation qui est assez prégnante sur nos territoires. Et, et également beaucoup d'inondations, hein. On en a connu des importantes ces dernières années, comme un peu l'ensemble du quart sud-est de la France.
Et, et donc, du coup, ce qui a permis de faire un petit peu évoluer les pratiques sur notre territoire, et on va y venir. Donc là, juste pour resituer aussi, on a une grosse technopole, la technopole de Sophia Antipolis, qui est sur notre secteur, et une petite particularité avec nombreux golfs, consommateurs d'eau et de ressources sur notre territoire. Si tu veux bien passer, Agnès. Donc, ce qui a amené en fait à évoluer un petit peu dans nos pratiques, c'est une grosse inondation dans le 3 octobre 2015. Certains ont connu, hein, ça fait beaucoup passé à la télé, c'était les premières après Draguignan en 2010. 2015, c'était la Brague au niveau national, ça avait fait quand même beaucoup d'écho, avec 20 morts quand même sur cet événement, notamment à Cannes, où les gens étaient noyés dans les parkings souterrains. Et sur la Brague, on a eu 4 morts, beaucoup de dégâts. Et on était sur des crues, des occurrences de crues super ascensionales, dont l'affluent en rive droite, dont on peut voir sur la carte, la Valmasque, avec une estimation par le CRMA à peu près à 300 ans. Donc, imaginez en fait les vitesses, ça a complètement ravagé les secteurs, beaucoup d'hôtelleries de plein air qui étaient donc sur la partie est, donc on voit sur la carte les secteurs de camping qui ont été complètement dévastés on le voit sur les photos, des aires de caravaning illégales également qui ont posé beaucoup de problèmes en termes de gestion de crise, avec des élitroyages un peu de dernière minute, puisqu'on n'avait pas des systèmes de prévision suffisamment développés comme on peut avoir maintenant. Et donc, du coup, ça a permis de faire un petit peu évoluer les réflexions. On voit les gros points noirs qu'on a mis en étoile. Si tu veux bien faire passer, Agnès, s'il te plaît. Donc, grosse... Non, un petit peu trop vite. Ça a permis donc de faire évoluer la configuration de la composition spatiale. L'État avait pris après cet événement une fermeture administrative des campings. Donc, on avait 10 000 campeurs à l'époque sur les plaines de la Brague. On voit la grosse tache rose qui se trouve à l'aval de la 8, qui a été fermée. Donc, on a la nécessité de réfléchir un petit peu au devenir de ces espaces qui étaient vraiment très vulnérables aux inondations. Et donc, l'État a lancé une révision du PPRI. Je fais assez vite parce que le sujet est dense. On m'a dit de contenir le temps. Mais on pourra revenir si vous avez des questions sur d'autres secteurs. Donc, comme toutes les inondations, on a mobilisé les fonds Barnier pour pouvoir acquérir un certain nombre de bâtiments qui étaient très vulnérables, souvent sans étage, donc non sujet, sujet à pouvoir être acheté par les fonds de catastrophes naturelles, dits fonds Barnier. Donc, il y a à peu près 100 parcelles qui ont été achetées quand même sur l'ensemble des opérations. Et la CASA, donc la Comme d'Aglo Sophia Antipolis, elle de son côté avait lancé une étude de réaménagement hydraulique de la basse vallée, mais avec déjà une composante de requalification environnementale. On sentait que ça pouvait prendre auprès des élus. Et là, c'est vrai que ça a été l'élément déclencheur, l'inondation de 2015, pour faire basculer un petit peu, changer de paradigme. Donc, au-delà de l'étude hydraulique, on a mis en place un plan guide d'aménagement que je vais brièvement vous présenter après. Et ça a permis aussi de dégager des fonds publics importants en augmentant à peu près, on a doublé l'enveloppe du PAPI-CASA, hein, ce qui est le programme d'action de prévention des inondations. Et on a également mis en œuvre la taxe GEMAPI sur notre territoire. Donc, le plan guide d'aménagement, développement durable, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un plan, une programmatique un petit peu pour essayer de concilier entre les usages et les fonctionnalités qu'on cherchait à avoir sur notre basse vallée, avec cette fermeture de camping, avec ces enjeux qui étaient menacés, en disant quels sont résilients aux inondations et qu'on peut y conserver. On avait les secteurs de golf qui sont qualifiés en numéro 1 ici. On avait les secteurs de pépinières, d'écuries, donc un peu agricoles, qui étaient aussi résilients et sur lesquels on pouvait continuer ces activités, et des secteurs sur lesquels il va falloir se réinventer, donc tous les secteurs un petit peu assurés et qui nécessitaient des adaptations. Donc, ça a fait un petit peu réfléchir sur qu'est-ce qu'on pouvait améliorer au point de vue de ces activités, du fonctionnement hydraulique de la plaine. Et donc, du coup, ça nous a amené à cliquer sur la souris, pour Agnès, à faire des projections comme vous pouvez voir sur votre droite, sur qu'est-ce que était le terrain et qu'est-ce qu'il pourrait devenir. Donc ça permet aux élus en fait d'avoir une vision sur du long terme qui peut des fois faire un peu voilà, susciter une envie, en tout cas les associer à un projet et à ce qu'ils soient vraiment porteurs de ce projet.
Et ce qu'il en a été ressorti, nous, c'est également un cœur de nature, au plein milieu de la Brague, et sur lequel on a encore quelques espaces un peu relictuels de prairies humides, à se dire, ben, on va essayer de sanctuariser sur du long terme à peu près 49 hectares de part et d'autre d'autoroute, où on avait encore des activités, où on avait peu d'activités, on avait quelques pâturages sur certains secteurs, des secteurs camping fermés qui demandaient à être restaurés. Et on se dit, avec les partenaires, l'État, le Conservatoire du littoral et les communes, à se dire ben, ce secteur, il pourrait être préservé et il pourrait devenir autre chose que des campings. Donc ça, c'est 49 hectares qui vont être dédiés à l'environnement sur du très long terme. Et surtout, ça a permis de faire valoir des visions dans le cadre des PLU des communes, donc des plans locaux d'urbanisme de la commune de Biot et de la commune d'Antibes. Ça permettait bien de voir un petit peu les fonctionnalités qu'on voulait retrouver sur la base vallée, avec des fonctionnalités anthropiques, humaines, de cheminement, où est-ce qu'on voulait passer par des cheminements doux, et en termes de trame, qu'est-ce qui était intéressant à conserver sur ce cœur de nature ou sur des axes de mobilité pour les espèces. Donc voilà, sur le schéma central, voilà les fonctionnalités qui seraient nécessaires à retrouver entre les différents espaces naturels. Et si tu veux bien passer, Agnès, c'est ce qui s'est marié en fait avec une démarche qui est prônée un petit peu par l'Agence de l'eau et par les partenaires financeurs aussi de, des démarches environnementales, qui est les espaces de bon fonctionnement des cours d'eau, des espaces sur lesquels le cours d'eau a une incidence, donc ça peut être les trames turquoises, hein, donc tout ce qui est ripisylve, ou les annexes hydrauliques et écologiques qu'on trouve de part et d'autre du cours d'eau, donc dans la plaine. Et donc nous, on a essayé de définir deux secteurs, hein, plutôt en bleu clair, une trame corridor, hein, un espace de bon fonctionnement corridor sur lequel on va essayer de donner un peu de mobilité au cours d'eau lorsqu'il y a peu d'enjeux, et avoir une ripisylve continue sur ces espaces, et un EBF qui est plutôt milieu annexe et prairie humide, donc des secteurs donc en vert sur la carte, sur lequel va être incité des activités en lien avec l'environnement, et en tout cas avec la nature. Donc en violet, on voit même que l'élu a prôné une démarche de principe, une DUP de principe d'acquisition, hein, de ce fuseau violet, donc qui équivalent quasiment au fuseau vert, à peu près de 20 hectares d'acquisition à terme pour être maître foncier de ces espaces. Donc ça, c'est pour le contexte un peu général. Et on a fait le choix de passer un peu les opérations qu'on a engagées depuis une dizaine d'années. On ne va pas se focaliser spécifiquement sur elle. Là, on a plutôt mis tout le panel d'activités qui pourraient être déployées. Mais on pourra revenir si vous avez besoin de précision sur l'une ou l'autre, ou ça pourrait faire l'objet d'une autre webinaire à un moment donné. Donc, une des premières thématiques sur lesquelles on a travaillé en post-2015, Agnès, tu peux aussi activer la diapo suivante, voilà. C'est tout ce qui est protection et restauration des berges en génie végétal. Notamment, il y en a eu beaucoup d'érosion de berges, de sapement de berges, avec des berges subverticales. Et bien, on était déjà un petit peu dans cette philosophie avec le syndicat qui gérait le cours d'eau à l'époque, de restaurer plutôt avec des techniques donc, de génie écologique, de manière à ce que, donc c'est-à-dire fascine de saule, plantation, génie coco, talus en pente douce, pour en fait se dire que sur du long terme, on ne voyait plus qu'on avait l'aménagement et on retrouve en fait vraiment une trame verte intéressante pour la biodiversité et pour l'aspect paysager du cours d'eau qui passe dans les secteurs plutôt périurbains, avec des recherches sédimentaires sur certains secteurs, chose qui est assez peu pratiquée sur nos territoires. C'est-à-dire on vient remettre du matériau pour pouvoir activer en fait la dynamique sédimentaire en période de crue. Voilà, une des premières démarches qu'on a pu mettre dès 2016, après les post-crues. Donc ça représentait 7-8 secteurs sur la base vallée. Une autre démarche qu'on a pu engager, c'était aussi tout ce qui était restauration de la continuité écologique. Donc, c'est-à-dire, sur l'ensemble des cours d'eau français, on a beaucoup de seuils, de barrages, des ouvrages transversaux aux écoulements et qui empêchent à ce que les poissons, notamment ici l'anguille, puissent réaliser leur cycle de vie complet. Et donc, on s'est engagé sur nos territoires à démanteler
ces ouvrages. Là, on peut voir un ouvrage donc, sur les photos en bas à droite d'une ancienne prise d'eau de Béal pour les moulins qui n'avait plus aucune fonction. Sur les parties, sur les 3 photos en amont, c'était pareil aussi, une autre prise d'eau sur lesquelles c'était des faciès qui étaient complètement lentiques, très peu intéressants pour la biodiversité, et sur lesquels on va recréer, en fait, en enlevant ces barrages, de la diversité d'écoulement, des radiers, de l'oxygénation du milieu, et retrouver justement le transit sédimentaire qui des fois est perturbé parce que bloqué par ces ouvrages. Donc, voilà, il y a eu 5 ouvrages qui ont été mis en place sur notre territoire, et ça permet de répondre surtout à un objectif européen qui est dans le cadre de la directive cadre sur l'eau. Merci Agnès. Je parlais tout à l'heure des grandes opérations, on ne va pas les passer en revue, peut-être 3 sur lesquelles on va revenir dans le cadre de ce webinaire. Un, c'est la démolition du hameau de la Brague. Donc Agnès, je te laisse cliquer. Voilà, merci. Un, ce sera voilà, des opérations d'envergure un petit peu qu'on a pu mettre en place. Pardon, voilà. Donc le hameau de la Brague, pardon, le Clos des Moulières, donc à la confluence Brague-Valmas qu'on va voir dans un premier temps. Une démolition de hameaux également avec une restauration de méandres, et puis un projet plutôt agroécologique qu'on est en train de mettre en œuvre en aval de la Vitte. Je te laisse passer. Voilà. Donc là, c'était vraiment changement de paradigme. Après la crue de 2015, on s'est dit on arrête, c'est illusoire de vouloir faire des digues, c'est illusoire de devoir protéger à tout prix les populations de crues qui seront toujours de plus en plus importantes avec le changement climatique, des fréquences plus régulières. Et donc, du coup, l'idée, c'était plutôt de dire les gens qui sont en bord de cours d'eau et sur lesquels on n'arrivera pas à les protéger, c'est plutôt on les enlève. On les enlève et on va renaturer, on va redonner de l'espace au cours d'eau, redonner de la mobilité au cours d'eau. Et ici, là, sur ce secteur, typiquement, on avait une confluence de la Valmas, l'influence principale de la Brague, un petit lotissement de 4-5 maisons qui était présent sur ce secteur, coincé entre 2 bras de cours d'eau, plus la route départementale, les berges inaccessibles, et qui était sujet à de fortes inondations, 1,50 m, 2 mètres d'eau lors des fortes pluies, avec des berges qui étaient complètement bétonnées, comme on peut voir ici. On s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire, et on a mobilisé les partenaires pour se dire, on va trouver une autre issue à ces secteurs. Agnès, je te laisse passer. Voilà, à se dire, si on les enlève, est-ce qu'on peut retrouver pour les écosystèmes et pour le fonctionnement du cours d'eau quelque chose d'intéressant? Oui, c'est sûr que c'est un projet qui coûte 2 millions d'euros. On a enlevé ces maisons, on a démoli le bâti, on a fait un peu de terrassement masse, on a créé des risbermes, on a refait de la plantation. Et maintenant, c'est quelque chose qui est voilà, d'aspect, en tout cas paysagèrement plus intéressant, et qui permet de retrouver, Agnès, je laisse passer, vraiment des faciès de berges qui sont intéressants pour les espèces végétales ou animales. Là, on voit bien les emprises sur lesquelles, sur le plan principal où il y avait les bâtiments et sur lesquels on est venu terrasser. Donc beaucoup d'enrochements enlevés et renaturés avec les techniques de génie végétal. Donc ça, c'était une des premières opérations sur lesquelles on s'est affecté un peu plus d'envergure. On en a lancé une deuxième sur un secteur qui s'appelle le hameau de la Brague. Même configuration, avant le PPRI de 98, il y a eu un lotissement qui a été créé en 1996, oui, il n'y a pas très longtemps, une vingtaine d'années, sur lequel 25 maisons qui ont été plantées en plein milieu d'un méandre, et sur lequel, quand la Brague elle déborde, elle traversait complètement, notamment en 2015, le hameau. Donc 2 mètres d'eau dans les maisons, les gens ils ont eu très peur. Et là, on a plutôt fait un projet participatif, en tout cas, il y avait une vraie demande des riverains. Et donc, nous, on a dit, OK, on est prêt à partir si tout le monde vend. C'était la condition. Donc, il fallait que l'ensemble des partenaires soient faits. Il n'y a eu aucune expropriation. Ça a été racheté à 50% par les fonds Barnier et 50% par la CASA et une partie par la région qui nous a soutenu pour l'acquisition. Et ça permettait d'une part de mettre en sécurité ces populations très exposées au risque, réduire les gestions de crise qui sont toujours pas évidentes pour les communes, et proposer un projet de renaturation de méandres et d'amélioration du cadre de vie. Donc, on va y passer. Et surtout aussi réduire les inondations pour le quartier environnant. Agnès, voilà. Donc, une petite projection, c'était de dire on enlève
les bâtis. On vient de faire de la même manière, hein, techniquement, ce n'est pas très compliqué, hein, c'est du terrassement masse. Là, on parle de 30 000 m3, quand le projet d'avant, on était plutôt à 3 000 m3. Donc là, c'est fait sûr que ça fait beaucoup de terrassement. Mais ça a permis de retrouver quelque chose déjà que les gens ont accès au cours d'eau, retrouver des cheminements, retrouver un parc urbain. Et on va peut-être venir à la photo d'après, mais juste pour donner voilà, une notion, nous, ce qui pose le plus de problèmes sur les Alpes-Maritimes, c'est le coût du foncier. On est à peu près à 8 millions d'euros de foncier sur des opérations comme ça, avec une trentaine de maisons achetées. Et puis, on arrive en fait lorsque les projets ont de l'intérêt et ont une ambition, de trouver des partenaires financiers pour nous accompagner sur ces opérations. Et je les en remercie. Peut-être là une petite vue maintenant de comment ça s'est mis en place. Donc, du coup, c'était des cours d'eau qui étaient très corsetés, hein, qui débordaient dès la crue Vintenale. Et ben, du coup, maintenant, ça permet d'avoir des zones de mobilité naturelle avec des grandes zones de dépôt sur lesquelles les atterrissements vont pouvoir se faire, et surtout que les alluvions puissent être remobilisées en période de crue. Et un parc urbain avec de nombreux arbres qui sont plantés, et permettre justement aux habitants de retrouver en fait accès au cours d'eau, vue sur le cours d'eau, et avoir une entrée de ville qui était aussi beaucoup plus intéressante au point de vue paysager. Et on développe également des vergers sur ces secteurs sur lesquels on a pu démanteler des maisons, notamment en rive droite, en jaune, qu'on peut voir sur le plan. Et la dernière grande opération qu'on mène, et qui pourra inspirer d'autres, je pense, ou qui est déjà mis en place, c'est remettre en fait de l'agriculture dans nos territoires. Sur les Alpes-Maritimes, on a une autosuffisance alimentaire qui est proche du 1%, je crois, seulement de ce qui est consommé chaque jour. Et donc, du coup, c'était de dire, sur les secteurs, donc là, on est en plein cœur de nature, on avait des secteurs qui étaient en cours de mutation, en cours de vente, sur lesquels la CASA s'est positionnée. Donc, soit c'était des anciens terrains de jeu de camping. Donc, comme on peut voir ici, c'est le terrain qui est en noir, détouré en noir, qu'on a acheté, et qui faisait l'objet en fait de pression foncière importante par des caravannings illégaux. Donc, on s'est positionné pour pouvoir faire de l'acquisition, restaurer ces milieux qui étaient quand même partiellement abîmés par les anciens usages, notamment de remblais, de drainage de zones humides, et permettre en fait de déployer des mobilités douces qui manquaient sur nos territoires. On voit un petit peu là les photos de Ripissil. C'était géré par un camping, donc du peuplier planté sauvagement sur des berges complètement ratiboisées en termes de débroussaillage. Donc, au point de vue écologique, on pouvait faire beaucoup mieux. Et donc, du coup, si Agnès, si tu veux passer. Et donc, du coup, là, voilà, je laisse repasser pour que l'ensemble du texte s'inscrive. C'est des secteurs, comme je l'évoquais, on avait des secteurs de remblaiement en gris, des pistes en jaune qui étaient mis en place par le camping, en rouge qui traverse donc sud-nord un ancien cours d'eau busé sur lequel il y avait vraiment aucun intérêt. Et on avait quand même un petit peu de potentialité avec quelques espèces protégées qui subsistaient, une petite zone de migration ou de zone humide relictuelle. Et sur cette base de constat, voilà, la CASA s'est positionnée en opérateur foncier pour la nature, et a permis de proposer un projet qu'Agnès va nous dévoiler, sur lequel on va justement retravailler en fait des espaces de maraîchage, comme on peut voir en jaune, à peu près 1 hectare qui va être développé et mis à la disposition du lycée horticole comme support pédagogique d'une part, et aussi en termes de production pour les quartiers environnants. Au point de vue vraiment du SAFEN, c'était aussi redévelopper toute la trame verte et turquoise au bord de la Brague, avec de la renaturation massive des berges du cours d'eau. Donc du coup sur plusieurs centaines de mètres linéaires, et optimiser justement le débordement des cours d'eau sur la zone humide pour pouvoir vraiment conserver des habitats qui sont en grand déficit sur les Alpes-Maritimes avec une zone humide. Et donc tout ceci, ça permet de compléter avec vraiment du cheminement doux, et ce que les gens puissent se réapproprier des espaces qui étaient en fait fermés au grand public,
et qu'on puisse activer un axe de mobilité entre les quartiers Antibois et Biotois et la technopole Sophia Antipolis. Donc tout ceci, voilà, c'est des vastes projets sur lesquels on travaille et sur lesquels on va déployer, puisque Agnès, si tu veux bien cliquer, on vient d'acquérir, on est en cours d'acquisition de la partie nord de ce secteur. Agnès, ouais, je laisse appuyer encore une fois. Voilà. On est en cours de faire l'acquisition d'un ancien camping sur lequel on va proposer une désartificialisation des sols et une désimperméabilisation pour recréer justement du sol vivant et vraiment permettre à ce que les territoires, les annexes hydrauliques puissent être remobilisés en période de haute eau et surtout à vocation environnementale. Voilà, désolé pour le débit de parole, c'était assez dense, mais il y a beaucoup de choses à dire. Chaque action pourrait faire l'objet en tant que telle d'une présentation spécifique en Ouais, termes de merci. SAFEN. Mais Merci voilà, donc, beaucoup. si besoin, je reste disponible pour les questions. Ouais. Merci Ouais. beaucoup, Cédric, pour la présentation aussi synthétique que possible. Effectivement, on est sur des projets très, très riches et ambitieux. Donc, voilà, on aurait pu en parler pendant 2 heures, je crois, sans problème. Mais voilà, en tout cas, ça donne vraiment un éventail de tout ce qui a pu être conduit ou ce qui est encore conduit. Du coup, comme tu es pris juste après, on va te poser tout de suite les questions qui ont été mises dans le chat. Je vois qu'il y en a eu pas mal, donc on n'aura peut-être pas le temps de tout traiter. Myriam, tu as peut-être fait un petit peu. Oui, alors moi, effectivement, malheureusement, comme on est très serré sur le timing, on pourra pas tout faire. Moi, j'ai sélectionné celle sur l'association des populations. Parce que c'est vrai que c'est un projet d'envergure. J'imagine que vous avez dû faire pas mal de concertations, de pédagogie pour présenter tout ça quand même. Oui, alors surtout juste après la crue de 2015, on a eu la chance aussi de bénéficier d'une expertise de l'INRAE qui était dans un cadre d'un projet européen de recherche et développement, justement avec des solutions fondées sur la nature et dans lequel il y avait un volet sur la mobilisation de la population. Et c'est eux qui s'étaient occupés de faire des ateliers pour pouvoir prendre le ressenti, savoir comment ils percevaient en fait les solutions fondées sur la nature. Et sur la partie génie civil, il y a vraiment un comparatif en disant qu'est-ce qu'on veut faire si on vous propose un sujet génie civil, un sujet médian et un sujet solution fondée sur la nature, comment vous le percevez, vers lequel vous seriez prêt à aller, et est-ce que vous êtes prêt à contribuer financièrement à l'un ou l'autre projet. Et c'est vrai que c'est l'université de Nice qui nous avait accompagnés sur cette sollicitation de la population. Et après, on travaille beaucoup avec les PPA sur ces secteurs lorsqu'on est plutôt en phase opérationnelle ou pré-opérationnelle. Et du coup, ça Personne, répond un petit personne, peu. personne publique associée, hein, pardon, Ouais. PPA. Ouais. Ça répond un petit peu à une question qui a été posée sur voilà, est-ce qu'il y a d'autres scénarios plus gris qui avaient été envisagés justement pour répondre à cet enjeu inondation, mais du coup, dans le cadre de ce projet avec l'INRAE, ça a été effectivement envisagé des scénarios mixtes, des scénarios Oui, c'est ça. génie civil, et voilà, ok. Et ça a permis surtout d'évacuer les idées que certains avaient de grands barrages, de grandes digues, parce que ça permettait de dire, ben voilà, si on doit faire un grand barrage, ce serait 4 millions de mètres cubes, c'est 4000 stades de foot, quoi. Et là, les gens, ils se disent, ah mais en fait, oui, sur nos territoires, on n'a pas la place, c'est pas du tout le scénario qu'on veut. Est-ce qu'on veut condamner des espaces, faire du barrage avec tous les risques qu'il y a de gestion de barrages ou de digues? Peut-être qu'il faut mieux, en fait, avec cet argent, pour repenser le territoire et reproposer quelque chose en fait sur lequel tout le monde peut avoir accès et, favorable à la biodiversité aussi. Et justement, par rapport à la biodiversité, est-ce qu'il y a eu des inventaires qui ont été faits avant-après? Oui, alors c'était déjà engagé depuis de nombreuses années sur, on va dire, il y avait déjà des plans de gestion depuis une vingtaine d'années, de gestion des cours d'eau et d'entretien de la ripisyle. Donc il y avait déjà des inventaires qui étaient réalisés avant. On avait même mis en place des indicateurs de suivi de l'action sur la ripisyle avec des indicateurs propres au cours d'eau qui permettent en fait d'évaluer si oui ou non il y a un impact positif pour la biodiversité ou négatif. Et on conduit des inventaires sur des espaces tests. Il y a à peu près 4-5 espaces tests à l'échelle du bassin versant qu'on suit tous les 5 ans. Et donc là, du coup, vous avez déjà un retour sur l'impact positif? Alors Pas là, sur ces encore, secteurs, non, c'est trop récent. Là, trop récent.
sur le hameau de la Brague, on vient de finir les travaux. Et sur le Clos des Moulières, on a fini il y a 2 ans. Donc là, on est plutôt sur les phases de suivi réglementaire parce qu'on avait des espèces protégées. Et on fera un suivi, on va dire, écologique plus global dans 3-4 ans, voir si la faune, notamment, s'est réinstallée aussi. Et pour rester donc sur le volet biodiversité, par rapport au projet agricole, est-ce Oui. que on est sur un projet d'agriculture biologique, agroécologie pour justement le respect des sols et de la ressource en eau? Ouais, on est vraiment sur de l'agroécologie. Donc l'idée, on travaille avec le lycée horticole pour que justement les étudiants puissent travailler sur ce projet agroécologique et qu'ils puissent connaître en fait ce dispositif un peu de permaculture, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de maraîchage bio, évidemment, et un circuit court, et adapter en fait les sols et la biodiversité avec. D'ailleurs, on se fait accompagner aussi par le CNPACA qui va intervenir juste après en tant que partenaire environnemental sur l'ensemble de l'opération pour guider nos choix et surtout aussi accompagner le lycée horticole parce qu'il s'initie un petit peu dans ces nouvelles pratiques d'agroécologie. C'est vraiment un espace test vu en tant que tel, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question, Myriam? Alors, une dernière question, ça pourrait être sur les sols, les remblais. Est-ce qu'il y avait de la pollution? Malheureusement, oui. Là, alors, sur les sols, actuellement, là, sur le secteur agricole, il y a un peu, voilà, il y a 500 mètres cubes à purger. C'est assez peu par rapport à l'immensité du site. Donc, ça, on va les purger pour pouvoir reconstituer un sol euh, intéressant pour le maraîchage. Et on est en cours de faire les analyses sur le camping, où là, par contre, on pressent beaucoup plus de retravail sur le seuil. Et on mobilisera sûrement les partenaires financiers pour nous accompagner sur cette démarche de recréation d'un sol vivant sur ces secteurs perméables, évidemment, et, euh, et biogènes, quoi. Et alors, juste, si en 30 secondes, tu peux répondre à la question au niveau traduction dans les documents de planification, Scott, PLU, est-ce que, voilà, comment, j'imagine qu'il y a eu tout un travail là-dessus. Ouais, alors là, on travaille avec eux. C'est pas encore complètement acté, parce que le plan guide, ça a donné les grandes tendances. Donc, ça a permis de réagencer, dans le cadre des PLU, certains espaces réservés, certaines choses. Les PLU sont en cours de révision et ils ont réintégré un petit peu ces données. Le SCOT est aussi dans le secteur préélectoral. Donc, et malheureusement, il passera après les élections de 2026. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il sera mis en enquête publique. Un peu cette vision, on va dire, des aménagements dans le cas des OAP et retraduit dans les PLU à la suite, donc sur 2027 à peu près. Toujours des temps assez longs, hein, les temps réglementaires. On- Mais vu que les communes sont partenaires de l'aménagement, on fait déjà très attention à pas que les sols qui sont pas encore, les terrains, les parcelles, ne partent pas en fait sur des autres usages qu'on avait envisagés dans le cadre du plan guide d'aménagement et développement durable. Ok, bon, bah, merci beaucoup pour ce retour d'expérience très riche. On a presque tenu le timing, mais il y avait pas mal de questions et merci d'y avoir répondu également. Du coup, on te libère parce que je crois que Oui, tu as tout à une fait, mission je suis après. déjà pris, Voilà, exactement. au cas où il y aura tes coordonnées, je pense, dans le PowerPoint si des gens veulent en savoir plus. On va passer donc à la présentation suivante qui est également sur un sujet aquatique. À bientôt, Cédric, merci. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Euh, donc, Anne-Laure Barthélémy, donc du CNPACA, va nous parler d'un concept, l'ingénierie castor, donc, qui est en train d'être mise en place sur un cours d'eau qui s'appelle l'Ancrème. Je vais te laisser du coup nous en parler. Et n'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat pendant la présentation, comme ça nous voilà, on les rassemble et on pose des questions en fin de présentation. Ben, bonjour à toutes et tous. Donc, comme le disait Agnès, moi je suis animatrice de nuit au Conservatoire d'espèces naturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, je vais vous parler de la gradation des rivières ou alors plutôt la régénération des rivières par biomimétisme en s'inspirant du castor comme solution d'adaptation fondée sur la nature. Donc, je vais un peu recontextualiser mes propos en vous présentant brièvement le cycle de vie, entre guillemets, hein, simplifié d'une rivière.
Donc en fait, dans les premières étapes, on a des processus d'incision, puis ensuite la rivière commence à s'élargir, et puis elle se diversifie et elle s'améliore, toujours en s'élargissant. Et ensuite, il y a vers 1000 ans à peu près, on passe à une phase d'anastomose, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un style fluvial à plusieurs chenaux qui sont stables, sinueux, étroits et profonds. Et ce cycle, bah, il se répète et permet en fait aux rivières d'être fonctionnelles et d'avoir une dynamique propre et d'être très diversifiées en termes de milieu. Mais en fait, depuis quelques années, on va dire à peu près 60 ans, on s'est employé en fait à aménager les rivières en construisant des digues afin de prévenir les inondations. Mais on a également fait beaucoup d'opérations de rectification ou de curage, donc comme on le voit sur l'image dessous, où en fait dans les années 60, bah, on a tracé tout droit à plusieurs endroits et on a effacé les méandres. Voilà. Donc ces aménagements aujourd'hui, bah, ils ont quand même des conséquences qui sont visibles. Euh, avec notamment des processus d'incision, puisqu'on a complètement bloqué le cycle. Il n'y a plus la possibilité d'élargissement, il n'y a plus la possibilité de diversification. Et donc là, par exemple, c'est un cours d'eau sur lequel on travaille et où on a une incision qui est aujourd'hui de 3 mètres. En fait, les berges sont bien perchées. Et là, ce que vous voyez sur la photo, c'est un seuil pour empêcher cette érosion, cette incision de continuer de remonter vers l'amont du cours d'eau. Voilà. Et une fois qu'on est à cette situation-là, ben, en fait, la rivière, elle va agir comme un drain. Et donc, en cas de précipitation, l'eau va être évacuée vers l'aval, ce qui a forcément des répercussions, notamment ben, sur le risque inondation. Mais ça a aussi des conséquences pour la biodiversité et pour l'agriculture, puisque tous les prairies qui sont autour du cours d'eau, qui devraient être des prairies humides, aujourd'hui s'assèchent. Et donc, dans le cadre de mes missions, je m'intéresse euh, particulièrement au castor, puisque on considère que c'est une espèce qui a des interactions très fortes avec les rivières, et on l'appelle un peu le bâtisseur ou l'architecte des rivières, puisqu'il a la possibilité, grâce aux ouvrages qu'il va réaliser, d'accélérer l'évolution du paysage fluvial en le complexifiant et en créant ou en mettant en eau des milieux uniques, des milieux humides annexes. Pardon. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut considérer que s'inspirer du castor, c'est une solution fondée sur la nature? Parce que en fait, on a ouais, c'est bon. C'est le castor et en fait, globalement, la diversification des rivières et la régénération des rivières, eh ben, ça agit comme une protection contre les incendies, par exemple. Donc là, c'est une photo. Donc tout à l'heure, vous voyez juste un petit bout avec la zone humide créée par le castor. Et là, en fait, je vous ai réélargi la photo pour montrer que cette zone humide créée par un castor, donc c'est aux États-Unis, hein, pas en France, mais bon, a agi comme une barrière coupe-feu pendant des incendies. C'est aussi une protection contre les inondations, puisqu'en fait, la diversification, la complexification du tracé de l'eau va ralentir les écoulements. Et puis, il va y avoir une rétention d'eau aussi dans les zones humides qui agissent comme des éponges. Et cette fonction d'éponge a un intérêt évidemment en temps de précipitation, donc pour lutter contre les inondations. Mais elle va avoir aussi un intérêt pour protéger contre les sécheresses, et notamment en période d'étiage. Les zones humides ont capté l'eau et vont pouvoir la restituer au fur et à mesure du temps. Et donc, là, je vais vous parler de la gradation de la régénération des rivières par biomimétisme. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a été conceptualisé aux États-Unis par l'université de l'Utah et qui a été importé très récemment en France par Valence Roman Agglomération, donc c'est dans la Drôme. Et donc, en fait, ils se sont inspirés des ouvrages Castor, parce qu'on dit souvent que c'est des barrages Castor, mais moi, je vais plutôt parler d'ouvrages Castor, pour restaurer un cours d'eau qui s'appelle la Lierne. Donc, en fait, c'était un cours d'eau qui subissait une incision et un enfoncement de son lit. Et il y avait une déconnexion des espaces rivulaires et des espaces humides en bord de cours d'eau. Donc, en fait, le service gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations de l'agglomération de Valence
a souhaité mettre en place plusieurs ouvrages castors, comme vous le voyez sur la photo qui est à droite, pour restaurer les dynamiques naturelles de la rivière, pour stopper, voire même inverser le processus d'enfoncement du lit, reconnecter les milieux annexes de la Lierne et aussi recharger la nappe alluviale, c'est-à-dire la nappe phréatique qui accompagne la rivière. Donc là, je vous ai mis juste quelques petites photos, mais il y a beaucoup de vidéos. Donc si vous tapez, je sais pas moi, Lierne, restauration ingénierie Castor sur YouTube, vous verrez vraiment à quel point ça a été efficace en termes de complexification du paysage. Voilà. Et l'objectif de ces travaux, bah, c'était bien de régénérer le rôle d'éponge des zones humides sur le territoire pour le rendre beaucoup plus résilient face aux épisodes d'inondation et de sécheresse. Alors à ce jour, on n'a pas d'exemple en région sud enfin, nous, c'est une proposition que nous faisons. Ce n'est pas encore acté en tant que restauration, mais là, vous pouvez voir le cours d'eau de l'Ancrème. Donc, c'est deux photos. Une photo qui a été prise il y a un certain nombre d'années et une photo qui a été prise l'année dernière où vous voyez l'incision en fait au niveau du pont. Cet enfoncement du lit, donc on est à quasiment 2 mètres, à 2,50 m à certains endroits d'enfoncement du lit, qui, qui en fait du coup agit comme un drain, comme je le disais tout à l'heure, et assèche les prairies de fauche. Alors, il y a une agriculture quand même euh, qui dépend de ces prairies de fauche. Il y a une perte d'habitat pour la biodiversité, et puis le cours d'eau évacue l'eau vers le bassin artésien, et donc peut avoir aussi des conséquences en termes d'inondation. Donc là, je vous montre. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce cours d'eau et pourquoi est-ce qu'on propose aujourd'hui une régénération de la rivière par ingénierie Castor? C'est parce que vous voyez sur ces photos, donc il y en a une qui a été prise, c'est des photos satellites, hein. Il y en a une qui date de 2018 et l'autre de 2022. Et en fait, on voit de l'eau qui apparaît donc, sur la photo de droite. Et quand on regarde de près ce qui s'y passe, en fait, il y a eu l'implantation d'un castor sur ce site. Agnès, si tu veux bien passer. Voilà, merci. Donc, il y a eu l'implantation d'un castor sur ce site. Donc, en fait, la photo de droite, si vous voyez, il y a des petites strips blanches à un endroit. Et ben, en fait, ça correspond au tronc que j'ai pris en photo juste sur la photo qui vient d'apparaître à droite en bas. Et au total, il y a eu à peu près cinq ouvrages castors qui ont été construits à cet endroit-là avec la famille qui s'est implantée. Donc, ça a eu pour conséquence plusieurs choses. Donc, déjà, ce petit affluent-là qui est aujourd'hui une très belle zone humide, en fait, c'était un ruisseau qui était quasiment à sec toute l'année. L'Ancrème, du coup, qui est le cours d'eau principal, il y a un enfoncement du lit de plus de 2 mètres à cet endroit-là, mais en fait, la création d'un ouvrage castor naturel, hein, parce que c'est bien le castor qui s'est implanté tout seul, et ben, ça a permis une réélévation du niveau de l'eau de quasiment 1 mètre à ce jour. On a même des agriculteurs riverains qui sont très contents puisqu'ils voient vraiment déjà l'effet sur leurs prairies, avec des prairies qui s'assèchent moins rapidement. Ce qui est très surprenant également, c'est qu'au moment où cette photo a été prise, donc c'était l'année dernière, le cours d'eau était en assec en aval, et par contre en amont, il y avait encore de l'eau qui était bien présente, parce que vous voyez bien que ça coule quand même très très bien. Et donc, voilà, nous, ce qui est proposé pour la régénération de cette rivière, donc, qui aujourd'hui s'incise et n'a pas la possibilité de se recharger. Donc, il y a une étude de restauration hydromorphologique hein, qui est en cours et c'est une des solutions qui pourrait être envisagée. C'est un des scénarios qui pourrait être envisagé pour plusieurs raisons. Donc, c'est parce que c'est une méthode qui est peu coûteuse. Tous les matériels en fait, sont prélevés sur place. Il y a besoin de peu de main-d'œuvre finalement. C'est efficace très rapidement. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos sur la Lierne qui ont été publiées par l'agglomération de Valence. Et puis, c'est basé sur le rétablissement d'un milieu autonome et fonctionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir besoin de revenir à chaque fois pour entretenir, etc. Ou en tout cas, l'entretien est quand même beaucoup plus
enfin, beaucoup moins coûteux puisqu'on on prélève que des matériaux qui sont pris sur place. Voilà. Après, je tiens quand même à alerter enfin, voilà, sur un point de vigilance à avoir, c'est que chaque contexte est différent. Donc, c'est une solution qui est intéressante, qui ne va pas forcément se substituer à toutes les opérations de restauration sur des cours d'eau qui pourraient avoir lieu. Euh, et elle nécessite en fait d'être bien réfléchie avec son déploiement sur le territoire pour plusieurs raisons. C'est que la création de zones humides peut avoir des conséquences sur l'agriculture. Donc, il faut bien tenir compte de tous les usages présents et discuter avec les parties prenantes pour le mettre en place. Ce qui est aussi à réfléchir, en fait, c'est le fait que ça peut soulever des questions en fait, en termes de gestion des embâcles, de gestion de la végétation, de continuité. Donc, aujourd'hui, ça a été mis en place à certains endroits. L'Office français de la biodiversité suit ça de près pour voir justement est-ce que ça peut avoir des conséquences en termes de continuité, sachant que voilà, de manière générale, hein, les poissons et les castors ont quand même coévolué. Donc, nous, on le voit hein, sur certains ouvrages de castors naturels, cette fois-ci, hein, c'est vraiment le castor qui l'a construit. Il y a des poissons à l'amont, il va y avoir ils vont pouvoir frayer à l'amont. Donc voilà, après, il y a des risques dans l'immeulement, tout ça. Donc en fait, tout est à bien construire. Et concernant le risque d'embâcle, puisque je sais que c'est vraiment quelque chose qui revient comme question, pour qu'un embâcle se forme, il faut des éléments qui sont structurants, c'est-à-dire des éléments, des troncs, quelque chose qui est assez volumineux. Là, on est vraiment sur imiter ce que peut faire le castor et donc mettre une accumulation de petits bois morts. Donc, ça va pas être. Normalement, ça n'augmente pas le risque d'embâcle s'il n'y a pas les éléments structurants qui viennent former cet embâcle à la base. Voilà. Voilà, donc je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette présentation. Myriam, il y a Merci. des questions du coup? Oui, il y a des questions. Alors, tu as déjà répondu à une partie des questions là. Mais c'est vrai que nous, tout à l'heure, on a dit, ah, le biomimétisme, c'est pas une SFN, mais là, on parle de biomimétisme. Alors, est-ce qu'on peut repréciser peut-être pourquoi là, ça en est quand même une? Oui, alors c'est un biomimétisme parce que en fait, on reconstitue ce qu'est capable de faire le castor. Donc, on s'inspire de ce que lui fait naturellement. Mais cette fois-ci, il va y avoir quand même des avantages en termes de biodiversité, mais aussi en termes en termes socio-économiques, puisque du coup, il va y avoir la recréation ou la reconnexion de milieux humides annexes. Donc ça a un support de vie très, très, très important pour la biodiversité, pour toute la trame turquoise. C'est important pour la ressource en eau, que ce soit pour les milieux, mais également pour nos sociétés. Et ensuite, ça a aussi un intérêt en termes socio-économiques pour l'agriculture, puisque comme je le disais, c'est souvent des prairies de fauche qui s'assèchent, des prairies pour le pâturage, et c'est aussi des zones qui peuvent être des zones d'expansion de crue. Et aujourd'hui, en fait, le cours d'eau, il a plus cette capacité d'alimenter ces zones d'expansion de crue naturellement. Donc, il y a un intérêt en termes de lutte contre les sécheresses, mais aussi en termes de lutte contre les inondations. Effectivement, juste pour résumer, on est donc bien dans une solution. Alors, effectivement, on est dans du biomimétisme, mais qui est une SAFN, puisque donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on présentait tout à l'heure quand on fait un TGV inspiré sur le bec du martin-pêcheur ou un immeuble qui s'inspire des termitières, puisque là, on est dans une solution qui restaure des écosystèmes. Qui n'a pas d'impact négatif au niveau climatique, consommation de ressources, détérioration de la biodiversité, au contraire. Et on a bien tous les co-bénéfices que tu viens de citer. Donc effectivement, on est un peu dans le cas où, en s'inspirant de ce que fait la nature, on arrive à recréer quand même une SAFN avec tous les critères qu'on a pu évoquer dans la première partie du webinaire. Voilà. Ok. Et l'autre question, c'est finalement, puisque on fait ce que fait le castor, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la réintroduction du castor pour arriver au même résultat? Alors, aujourd'hui, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le castor, il est présent. Il n'est pas encore présent partout. Il avance progressivement dans le territoire. Il y a des endroits où il y a des zones humides incroyables hein, qui ont été créées par le castor. J'ai un exemple en tête dans les Hautes-Alpes.
où on était sur un cours d'eau qui était très incisé, le castor s'est installé. Aujourd'hui, on a une diversité de milieux qui est impressionnante et on est sur plus d'1 hectare en fait, de zones humides complètement restaurées à partir d'un cours d'eau qui avait été curé, rectifié, qui était vraiment en très très mauvais état. Donc le castor agit déjà. Là, notre proposition, c'est peut-être de lui donner un petit coup de main. Voilà. Parce que par exemple, sur le cours d'eau dont je parlais, il y a deux groupements familiaux. Et donc, c'est peut-être pas suffisant. Et par contre, l'interaction entre ces ouvrages que nous, on pourrait faire et le castor sont également à suivre de près. Est-ce que ça l'aide à son implantation? Est-ce qu'au contraire, ça la perturbe? Voilà, c'est des questions peut-être à se poser aussi. Et concernant l'état des prairies, est-ce que, en termes de fonctionnement, le fait qu'il y ait beaucoup d'humidité qui revienne, est-ce que ça perturbe la fauche? Alors, ça dépendra en fait du niveau de l'eau. C'est des prairies qui, de toute façon, enfin, le cours d'eau que je vous ai présenté là, il est en assac en été, de plus en plus. Dans les projections, ça deviendra même un cours d'eau intermittent, c'est-à-dire qu'il se mettra en eau lors des précipitations et le reste du temps, bah, on n'est pas tout à fait sûr de son évolution. Donc, globalement, la tendance pour les prairies, ça sera de s'assécher et ça sera de s'assécher de plus en plus rapidement. Donc là, c'est favoriser l'infiltration de l'eau au moment où elle est présente. Et ensuite, voilà, il y a aussi une particularité sur ces prairies, c'est qu'il y a un réseau de drainage très superficiel qui est historique en fait, hein. C'est comme ça qu'elles étaient mises en fauche. Et donc, c'est peut-être aussi conserver ce réseau-là, s'il est nécessaire, pour permettre malgré tout à des engins qui sont aujourd'hui très lourds de continuer une fauche. Et puis, il y a toujours l'alternative. Voilà, c'est des prairies qui restent fraîches même en été. Donc, voilà, c'est possible d'y mettre les troupeaux à ce moment-là. Ok, merci. Ben, on peut passer à la suite. Ok, merci beaucoup Anne-Laure pour ce retour d'expérience du coup low-tech. Et puis on voit qu'avec des petites solutions aussi, on peut réussir à grandement améliorer les choses sur les territoires et donc améliorer leur résilience. Alors c'est vrai qu'on a fait un zoom aujourd'hui, on peut pas tout montrer aujourd'hui parce qu'on est sur un webinaire. On a voulu ne pas prendre trop de temps non plus en webinaire parce que après voilà c'est un petit peu plus compliqué à suivre sur des longues durées. Cependant, on ne va pas complètement oublier d'autres sujets et je vais vous présenter quelques projets de renaturation en ville et village et aussi un petit zoom sur des projets de pastoralisme ou encore de restauration du littoral. Je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui pour essayer de garder un timing à peu près correct, même si on risque un petit peu de dépasser de quelques minutes s'il y a des questions. Et ensuite, on conclura sur les perspectives du coup du club régional sur les SAFM. Alors, j'enchaîne si ça veut bien passer. Alors, un petit rappel quand même sur pourquoi les SAFN sont un enjeu aussi et particulièrement dans les milieux urbains ou les centres villageois. C'est parce que ce sont des espaces qui sont particulièrement exposés aux effets du changement climatique, que ce soit par les îlots de chaleur qui touchent notamment les territoires la nuit parce que ce sont des espaces anthropisés qui stockent beaucoup plus la chaleur, des espaces plus minéraux. On a également des phénomènes de surchauffe urbaine en journée qui touchent voilà, également les cœurs de village, pas que les villes. Et on a également des phénomènes de ruissellement liés à l'imperméabilisation très importante des sols. Donc, on a vraiment une problématique sur laquelle les SAFN peuvent apporter des solutions multiples. Ça va être de réintégrer l'eau dans la ville avec des systèmes de noues, de canaux qui peuvent apporter de la fraîcheur. Ça va être de végétaliser et d'apporter de l'ombrage en été, mais pas n'importe comment. Ça va être également de privilégier des matériaux naturels et perméables pour les revêtements de sol. Et tout ça, toutes ces solutions, finalement, permettent de passer de ce qu'on avait avant, c'est-à-dire des territoires entonnoirs. On a voulu vraiment drainer, chasser l'eau des territoires, des villes, pour les préserver. Et au final, maintenant, on a des territoires qui s'assèchent et de l'eau qui repart schématiquement plus rapidement à la mer quand elle tombe quelque part. Donc des vidéos qui sont accélérées, des ruissellements et une eau qui ne bénéficie plus au territoire. Donc, progressivement, on essaye d'aller vers des territoires éponges. Alors actuellement, on est peut-être dans des territoires passoires, c'est-à-dire qu'on retient un petit peu l'eau, mais pas tout à fait suffisamment. Et donc, l'idée d'aller vers des territoires éponges, c'est des territoires qui vont retenir au maximum l'eau là où elle tombe, ce qui va permettre également, en fait, avec finalement la remise en place de ce triptyque eau, sol en bonne santé et végétalisation, d'avoir des territoires urbanisés qui sont plus résilients et plus vivables pour les habitants.
Alors, j'essaie de passer la diapo. Ça ne marche pas. Voilà, ça y est. Un petit rappel aussi, c'est que voilà, je voudrais montrer cette gradation finalement entre ce qu'on appelle, nous, un peu le verdissement, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup finalement de territoires, hein, de villes, de villages qui plantent des arbres. Mais est-ce qu'on est vraiment dans des SAFN? Est-ce qu'on est vraiment dans de la restauration d'écosystèmes en ville? Pas forcément. Alors là, j'ai quelques exemples. Bah, par exemple, quand on met des pots de fleurs avec du végétal ou quand on plante du lavandin monospécifique. On n'est pas vraiment dans de la restauration d'écosystème, donc c'est peut-être esthétique, mais le service et la restauration d'écosystème, il va être vraiment, ça va vraiment être très limité. Ensuite, on peut aller vers de la végétalisation, hein, donc finalement planter des arbres, mais on voit ici cet arbre qui est dans un environnement qui est quand même très artificiel. Donc là aussi, en termes d'écosystème, de sol, d'eau, on n'est pas non plus sur quelque chose de très fonctionnel. Et on peut aller vers des choses quand même qui sont plus intéressantes avec des pieds d'arbres végétalisés et perméables qui sont plus favorables. Mais finalement, on voit aussi des projets en ville qui commence à vraiment être intéressant avec des choses qui sont plus de l'ordre de la renaturation. Là, on est vraiment sur des projets d'aménagement urbain sur lesquels il y a eu vraiment recréation, restauration de fonctionnalités écologiques avec des essences diversifiées, de la recréation de sol en bonne santé et une gestion de l'eau durable. Alors, quelques exemples. Par exemple, cet écoquartier donc à Koubou dans les Bouches-du-Rhône, donc une petite ville, hein, écoquartier qui a été livré en 2017, très qualitatif. Le seul problème, c'est que bon, comme la conception était datée d'il y a quelques années, le phénomène de surchauffe urbaine n'avait pas été anticipé. Et donc, on avait une place centrale d'écoquartier qui était comme ça, qui était très, très, très minérale et donc invivable en été, clairement. Et la commune a réagi très rapidement à ce problème. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que dans le cadre de son agenda 2030, elle a finalement réouvert en partie cette place en plantant des arbres de haute tige avec des pieds végétalisés, en installant une pergola et en mettant également ben, voilà, des bancs, une boîte à livres, une sculpture. Et donc, en quelques années, on est passé de la place que vous avez au-dessus à la place que vous avez en dessous pour un budget qui est quand même très limité, donc 38 000 euros financés en grande partie par le département. Voilà donc un exemple finalement de solutions qui peuvent être mises en place pour accroître le confort et finalement aussi améliorer la biodiversité dans un village parce que ce qui a été mis en place, ça y contribue très clairement. Un autre exemple, c'est la commune du Canet-des-Morts. Donc là, on est dans le Var, là aussi, petite commune, qui là a vraiment une démarche très globale de nature en ville. L'objectif, c'est vraiment de redynamiser le centre-ville et d'apporter du confort d'été et du bien-être aux habitants. Donc, il y a vraiment une vision très, très transversale de la nature en ville dans tous les services avec les élus et plein d'actions qui sont menées sur tout le territoire de végétalisation, d'élargissement des fosses d'arbres et de végétalisation. Il y a un projet de canopée urbaine aussi pour identifier les endroits où on manque finalement d'ombre et planter des arbres en priorité sur ces secteurs-là, mais également voilà, des jardins partagés, la renaturation des cours d'école, etc. Tout ça avec une gestion écologique et économe en eau. Donc la consommation d'eau potable a diminué pour une végétalisation qui a été accrue. Et un suivi avec la LPO pour justement favoriser au maximum la biodiversité au cœur du tissu urbain. Alors les cours d'école aussi, je vais vous montrer quelques images. Bah, c'est aussi un enjeu de bien-être et de santé. Ça a été un sujet qui a été traité de manière assez large hein, sur beaucoup de territoires. On a des cours d'école qui peuvent ressembler à ça hein, classiquement. Donc on va dire qu'en termes de biodiversité, de gestion des eaux de pluie et de bien-être des enfants, on est quand même sur des choses assez réduites. Et maintenant, on voit fleurir donc de nombreux projets tous différents, tous adaptés à chaque contexte, à chaque besoin, mais à chaque fois où on voit des nouveaux matériaux plus naturels, plus sobres, des espaces qui sont complètement transformés pour les enfants, de l'ombre, du végétal et donc de la biodiversité, de l'eau qui s'infiltre et finalement un bien-être vraiment accru pour les enfants avec des témoignages d'enseignants qui sont vraiment parlants sur le climat scolaire et le bien-être des enfants dans ces nouvelles cours d'école. Ce qui est intéressant, c'est que ces projets de cours d'école, ensuite, bah, une fois qu'ils sont expérimentés et réussis, bah, on peut les transposer ailleurs sur le territoire urbain, sur des places, sur des espaces publics, et donc on voit que ça fonctionne. Un exemple aussi, pardon, en lien avec bah, la sobriété foncière, il y avait un besoin de créer une maison de santé à Aupes, donc dans le Vaucluse, dans un petit village du parc naturel régional du Verdon. Cette commune disposait d'une piscine désaffectée
piscine intercommunale, qui a été donc complètement recyclée et réhabilitée en maison de santé pour répondre aux besoins du territoire. Et donc le bâtiment déjà est très qualitatif au niveau environnemental, hein, il est labellisé BDM. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les espaces extérieurs qui étaient donc un parking bitumé ont été désimperméabilisés pour créer un jardin méditerranéen, un parc de jeux et un tout petit parking perméable qui répond et qui suffit aux besoins de la maison de santé. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut aussi créer finalement des aménagements, répondre aux besoins du territoire et mobiliser quand même des SAFN, de la renaturation. Ce projet, si vous voulez en savoir plus, il est issu d'une banque de projets régionale sur la sobriété foncière, où en fait avec l'Adréal, on a recensé une vingtaine de projets de ce type, de toutes échelles et sur tous les territoires, qui répondent justement aux enjeux de développement des territoires, de sobriété foncière et pour la plupart de renaturation. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ces initiatives relatives plutôt au territoire urbain, sachez qu'on a donc une banque d'initiatives inspirantes sur le site de l'Arbre, avec notamment 61 fiches retour d'expérience SAFN qui sont actualisées. On a également la banque de projets sobriété foncière dont je vous parlais, donc les liens sont sur la diapo. On a également une page SAFN sur le site de l'Arbre. Et enfin, l'OFB a sorti une boîte à outils sur les SAFN qui est très, très bien faite, avec un outil interactif pour mener un projet de SAFN sur son territoire adapté à ses enjeux et à ses besoins. Donc voilà, on vous laissera bien sûr cette diapo. Je voulais juste ouvrir un petit peu les choses aussi sur un sujet qu'on ne traitera pas en détail aujourd'hui, mais qu'on pourra approfondir dans les ateliers territoriaux. C'est par exemple cet exemple de pastoralisme. Donc en fait, c'est la commune de Septèmes-les-Vallons, donc plutôt voilà, moyenne commune, hein, qui avait donc un débroussaillement écologique de ces zones forestières via le pastoralisme depuis une trentaine d'années et qui a voulu pérenniser l'activité agricole qui était menacée. Et donc elle a construit une chèvrerie communale en 2014. Donc le bâtiment est écologique, en bois des Alpes certifié. Ça a été fait via des chantiers éducatifs avec les jeunes de la ville aussi. Il y a eu un modèle économique qui a été réfléchi, donc il n'y a que la chèvre du Rove, donc, qui était la race capable de s'adapter au milieu effectivement de garrigues ou de pinèdes et de supporter le climat difficile. Donc c'est un troupeau de chèvres du Rove qui a été choisi par l'éleveur. Et on a actuellement une production fromagère qui est viable, avec un modèle économique en circuit court. La chèvrerie propose aussi des visites pédagogiques donc aux enfants, donc avec des projets éducatifs avec les écoles. Et il y a également la mise à disposition des chèvres pour les particuliers, pour leurs OLD, qui est possible. Donc là aussi, voilà, la chèvrerie donc permet effectivement ce débroussaillement beaucoup plus écologique et permet également effectivement de se prémunir contre le risque de feu de forêt. Dernier exemple, donc là aussi un sujet à développer qu'on ne développera pas aujourd'hui, mais dans le futur on en parlera sans doute sur les territoires. C'est un exemple de restauration de la dynamique naturelle d'une plage. Donc une plage dans le Var, donc au Vieux Salindière, qui bénéficiait d'enrochement et qui malgré tout subissait une érosion. Et finalement, dans le cadre du projet Life Adapto, ils ont pu voir qu'en supprimant les enrochements et en restaurant finalement plus l'équilibre naturel de la plage, celle-ci se reconstitue progressivement. Et donc, on a une photo avant-après qui est assez parlante. Là aussi, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui. Il y a des fiches de l'OFB qui existent sur ce projet, donc c'est possible d'en savoir plus. Mais c'est effectivement un thème qu'on a en tête et qu'il faudra creuser dans les ateliers à venir, forcément sur les territoires qui sont exposés à cette problématique. Voilà, je suis allée très très vite sur ces retours d'expérience parce que voilà, on ne pouvait pas tout aborder aujourd'hui. On voulait vous montrer un panel de solutions. On a choisi de zoomer sur les deux retours d'expérience plutôt liés au milieu aquatique. Mais bien entendu, on ouvrira le- les, les sujets par la suite dans les 4 ans à venir. Myriam, du coup, je te laisse peut-être Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques par Alors, rapport. enfin, il y a une question, mais qui du coup va avec la conclusion, donc on peut passer à la D'accord. conclusion. Parfait. Du coup, un petit rappel sur ce qu'on souhaite effectivement mettre en place donc, dans le cadre de DésirMed. Myriam, je te
Je te laisse en Oui, parler. donc pour la question c'était sur quel conseil, appui, modalité d'action pour les services techniques des villages et des petites villes. Donc ça vient exactement dans notre propos du club. Donc comme je l'ai présenté en début de webinaire, l'idée c'est justement de venir au service de ces villages et de ces petites villes qui effectivement ont moins d'ingénierie que les grandes villes et les métropoles. Qui mettent souvent en place des projets très ambitieux. Ce qu'on veut, c'est justement pour les zones rurales, venir leur apporter ce premier degré de conseil et de sensibilisation pour que justement ils puissent mettre en œuvre des projets à leur échelle sur leur territoire, donc en lien avec les enjeux auxquels ils font face. Et en adaptant, nous aussi, ce qu'on propose à chacune des zones spécifiques, donc alpin, rhodanien, provençal, azuréen, qui effectivement vont avoir des enjeux différents. Donc, on va proposer ces journées sur les territoires et pour ça, on a aussi besoin de vous, puisque on veut les organiser ces journées en deux volets. Donc, un premier volet qui serait le matin et pendant lequel on ferait voilà, des présentations plus retour d'expérience, transfert de connaissances, etc. Et l'après-midi, on voudrait aller visiter directement une SFN qui se trouverait à proximité. Donc, on ferait ça dans chacun des quatre territoires et ensuite, on aurait une réunion annuelle où voilà, on pourrait se rassembler pour partager. L'idée, vraiment, c'est d'avoir un club pour que tous ensemble, on puisse gagner en compétences grâce au partage. Voilà. Et donc, maintenant, en fait, il va y avoir un petit sondage qui, justement, nous permettra de mieux voir ce dont vous avez besoin, ce que vous attendez dans ces journées pour qu'on puisse en construire le contenu aussi en cohérence avec ça. Et normalement, ces journées-là, elles auront lieu plutôt à l'automne, voilà, pour qu'on ait le temps de bien les construire et de prendre les contacts dans chacun des territoires. Alors, Donc, si normalement, vous... j'ai lancé le sondage. Voilà, l'objectif, c'est de nous dire si vous êtes intéressé potentiellement par les réunions du club et sur quels espaces du SRADET vous intervenez et quels sont les sujets que vous auriez envie de voir traités. Voilà, bon, sachant encore une fois que c'est un club régional, donc effectivement, je sais qu'il y avait des personnes d'assez loin aussi qui s'étaient connectées aujourd'hui, merci à elles. Mais ce sera peut-être pas possible pour vous d'être là en présentiel. Voilà, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Je vois qu'il y a encore près de 100 personnes qui sont connectées, donc on vous laisse quelques minutes pour répondre. En attendant, voilà, on espère que ce premier webinaire introductif vous aura intéressé, interpellé sur CSAFN. Euh, et en attendant voilà, de vous laisser répondre, je pense qu'on peut aussi remercier tous les intervenants qui étaient là. Merci Anne-Laure encore pour ce beau retour d'expérience, en tout cas à venir, mais pour cette belle explication sur la méthode d'ingénierie Castor. Et Merci à vous. merci aussi au Life Artisan, hein, je vois que Solène est connectée, Merci. qui effectivement est à la source de beaucoup de retours d'expérience qu'on a eus et de certaines des diapositives qu'on a présentées.